Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces circonstances un petit peu particulières. Donc, comme promis, aujourd'hui, nous allons faire la correction des exercices qui étaient normalement à faire pour le samedi de la rentrée, donc c'est-à-dire samedi qui arrive. Et c'était les exercices 13 et 14, page 93 et page 94 de votre livre Hachette. Donc on va les corriger ensemble aujourd'hui, donc je vous invite à les sortir, à prendre ce que vous aviez fait normalement pour cette fin de semaine, afin de voir ce que vous aviez fait comme faute et ce que vous avez fait également comme bonne chose pour pouvoir profiter au mieux de la correction. Donc on va commencer par l'exercice 13, donc qui était cette résolution de problème qui concernait le rouge de cochenille, donc qui est un colorant très utilisé, bien que de nos jours il ait été synthétisé de manière artificielle. Fut un temps et pendant très longtemps on devait l'extraire de ce genre de petits insectes, ici là comme on peut observer sur l'écran. Alors, de ce fait, je vais afficher la correction. Voilà, donc j'ai gardé l'énoncé à côté afin qu'on puisse voir en même temps les données. Donc on a cette résolution de problème. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que certains bonbons contiennent un colorant rouge, le rouge de cochenille, qui doit son nom aux insectes utilisés pour sa fabrication. Il est nécessaire d'utiliser 15 000 insectes pour fabriquer 0,030 mol de ce colorant. Et un paquet contient 30 bonbons rouges. La question qu'on nous pose ici, et étant donné que c'est une résolution de problème, il y a juste une seule question, c'est de déterminer le nombre d'insectes nécessaires à la coloration des bonbons d'un paquet. Et voici les données qu'on vous donne. Donc on vous donne la formule brute du rouge de cochenille et la masse des atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène en kilogrammes. Et on nous dit également, c'est très important, qu'un bonbon rouge contient environ 1,6 mg de colorant. Donc on va commencer par sélectionner les données importantes. C'est ce que vous devez faire quand vous faites ce genre d'exercice. Vous devez essayer de sélectionner ce qui est important à garder, ce qu'il faut savoir dans cet exercice. Donc important, il faut 15 000 insectes pour fabriquer 0,030 mol de colorant. Voilà, donc ça c'est deux données importantes. Un paquet contient 30 bonbons et on nous dit également que un bonbon contient 1,6 mg de colorant. Voilà, donc ça c'est très important et on nous donne la formule brute qui est ici et les masses, donc toutes les données sont importantes après en dessous. Alors, comment est-ce qu'on va faire exactement pour résoudre ce problème? Hop, je règle le stylo, voilà. Donc on sait qu'il nous faut 15 000 insectes. Là on nous demande combien d'insectes sont nécessaires à la coloration des bonbons d'un paquet. On sait qu'il nous faut 15 000 insectes pour fabriquer 0,030 mol du colorant. On sait qu'un bonbon rouge contient environ 1,6 mg de colorant. Donc qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse exactement? Il va falloir qu'on détermine le nombre de molécules de colorant qui se trouvent par exemple déjà dans 1,6 mg de colorant. Ça nous permettra de savoir ce que contient un bonbon en nombre de molécules de colorant. Donc, pour ce faire, il nous faut connaître la masse d'une molécule de colorant. Pourquoi? Parce que le but, c'est de se servir de la formule qu'on a apprise en cours, qui est que grand N, grand N, je vais y arriver, voilà. Donc grand N est égal à la masse totale divisée par la masse d'une entité chimique. Donc ici, ça sera la masse du colorant. On va marquer masse C comme masse du colorant. Donc le but c'est d'utiliser cette formule là. Donc il nous faut la masse du colorant qu'on ne connaît pas, qui est ici, c'est la masse de cette molécule ici, et il nous faut la masse totale. Donc là en l'occurrence, comme on va calculer le nombre de molécules qu'il y a dans un bonbon, c'est les 1,6 g de colorant qui sont ici. Donc comment déterminer la masse de colorant d'une molécule de rouge de cochenille qu'on a appelé MC. Donc la masse d'une molécule de rouge de cochenille, ça sera de cette là la masse de tous ces atomes, comme on l'a vu dans le cours, la somme de la masse de tous ces atomes, c'est-à-dire 22 fois la masse d'un carbone, plus 20 fois la masse d'un hydrogène, plus 13 fois la masse d'un oxygène. Donc je vous rappelle de toujours commencer par mettre la formule littérale, c'est-à-dire comme on a fait ici, le détail avec chaque variable, chaque inconnu, enfin là en l'occurrence c'est des choses qu'on connaît, mais voilà, il nous faut mettre d'abord la formule littérale et ensuite seulement on fait l'application numérique. Donc l'application numérique on vient remplacer par les données. Donc là c'est écrit un peu grand, hop je vais zoomer un peu, ça sera plus pratique.
Alors, on sait que on a la masse d'un carbone, c'est 2,01 10-26. Donc 22, qu'on aura MC, qui est égal à 22 fois, on a dit 2,01 fois 10-26, donc 2,01 fois 10-26, plus 20 fois la masse de l'hydrogène, donc la masse de l'hydrogène qui est 1,67 10-27, donc 1,67 fois 10-27 kg, plus de cette là, hop, on va passer à la ligne parce qu'on n'a plus de place, plus 13 fois la masse d'un oxygène, et la masse d'un oxygène c'est 2,68 multiplié par 10 puissance moins 26. Voilà, donc ça c'est l'application numérique. Quand on fait tout ça dans la calculatrice, et je vous rappelle que pour éviter des erreurs, même si là normalement il ne devrait pas y en avoir étant donné qu'il n'y a pas de division, prenez l'habitude de mettre des parenthèses autour de vos valeurs comme ça qui sont écrites en écriture scientifique, ça évite d'avoir des erreurs le jour où vous faites une division. Vous pouvez souvent avoir des grosses erreurs de calcul à cause de ça, et ça c'est dommage de perdre des points et de rater l'exercice à cause de ce genre d'erreur. Donc on a la masse totale d'un colorant, pas confondre, c'est vrai que j'ai mis MC pour la masse d'un carbone, de ce fait là c'est un peu redondant, quoi, masse colorant par exemple, hop, masse colorant, voilà c'est plus clair. Donc la masse du colorant, si on fait ce calcul-là sur la calculatrice, ça nous donne un total de 8,24 fois 10 puissance moins 22 grammes. Donc le détail de cette correction, je vous la donnerai également comme d'habitude sur le Classroom, mais là c'est pour vous expliquer, c'est quand même plus pratique de vous montrer en direct et de faire le calcul avec vous. Donc là on a mis en grammes. Pourquoi on a mis en grammes? Simplement parce que ici, en fait, la masse qui vous est donnée pour le bonbon, c'est 1,6 mg de colorant. Donc en fait, l'énoncé, enfin le correcteur d'Hachette a choisi de tout mettre en grammes. Après, vous choisissez l'unité que vous préférez. Si vous préférez tout mettre en kilogrammes, c'est pas un problème. À ce moment-là, la masse que vous allez obtenir ici, elle va être en kilogrammes de base, vu que toutes les masses qu'on nous a données sont en kilogrammes, et il faudra convertir la masse de colorant en kilogrammes. Le but, bien sûr, on l'a dit qu'en cours, c'est d'avoir la même unité pour M total et pour la masse d'une entité chimique, de manière à ce qu'on ait une quantité ici qui soit sans unité. D'accord? Donc peu importe la conversion que vous faites. En gros, si on avait mis ça en kilogrammes, ça nous aurait donné 8,24 multiplié par 10 puissance, alors là comme c'est en grammes, en kilogrammes il y en aura 1000 fois moins, donc ça va être moins 19 kilogrammes. Voilà. Donc ça c'est vraiment un choix, on choisit l'unité en commun. Bon là je trouve que c'est pas forcément le plus facile d'avoir mis en grammes dans le sens où à la base on avait des kilogrammes et des milligrammes, donc autant choisir une des deux unités qui sont là. Voilà. Donc là on a eu notre masse de colorant. On sait qu'un colorant fait 8,24 10-19 kg. Donc on va le noter ici, comme ça on le garde en données. Donc ça nous fait 8,24 fois 10 puissance moins 22 grammes. Voilà. Alors, ensuite, maintenant qu'on a la masse d'un colorant, il nous faut connaître la quantité, enfin la masse d'une molécule de colorant. Il nous faut connaître la quantité de molécules qu'on va avoir dans un colorant. Dans un bonbon, pardon. Donc pour ce faire, il va falloir utiliser la formule qu'on a notée là, ici au-dessus. Alors, juste une petite seconde, le temps que j'efface tout ça. Voilà. Alors, donc, on reprend la formule qu'on avait notée tout à l'heure. Donc, le nombre de molécules totales est égal à la masse totale divisée par la masse d'une entité, donc ici d'un colorant. C'est-à-dire, la masse totale, elle est de 1,6 mg. D'accord? Donc 1,6 mg, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner en grammes 1,6 fois 10 puissance 3, 10 puissance moins 3 grammes. Voilà, attention, hop, on va le réécrire correctement, moins 3 grammes.
1,6 mg, c'est plus petit, c'est 1000 fois plus petit qu'un gramme. Donc forcément, c'est 1,6 10-3 grammes. D'accord? Je peux rajouter l'unité pour plus de visibilité. Et ensuite, on divise par la masse d'une molécule de colorant, qui est ici, donc qu'on a calculé, qui est de 8,24 fois 10 puissance moins 22 grammes. Ce qui va nous donner au total, donc si on fait le calcul à la calculatrice, 1,94 fois 10 puissance 18 molécules. Voilà. Donc on sait maintenant que dans un bonbon, on a 1,94 fois 10 puissance 18 molécules. Voilà. Donc dans ce qui correspond à 1,6 mg de colorant. 1,6 mg de colorant contient 1,94 10 puissance 18 molécules de C22H20O13, donc de rouge de cochenille. Voilà. Donc encore une fois, au niveau, faites attention toujours en présentant le résultat. Donc là encore une fois, vous avez vu, j'ai écrit la formule littérale, j'ai fait ensuite l'application numérique ici, et ensuite j'ai donné le résultat sous forme scientifique avec le bon nombre de chiffres significatifs. Là, en le disant, je me rends compte que dans l'exercice, ils ont fait une erreur au niveau des chiffres significatifs. Étant donné que là, on savait que c'était 1,6, ici il y a 2 chiffres significatifs, ici il y en a 3. Donc ici, on doit en laisser combien? Eh bien, on doit en laisser 2. Et comme c'est un 4, on arrondit à l'inférieur, donc on laisse le 1,9. De ce fait-là, c'est pas 1,94, ça va être 1,9. Alors, où elle est ma gomme? Ici. Voilà. 1,918 molécules. Vous voyez bien faire attention aux chiffres significatifs. Donc maintenant qu'on a la quantité de molécules qu'il y a dans 1,6 mg de colorant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce que tout ce qu'on nous donne comme indication dans l'énoncé, c'est le nombre de moles. Mais je vous rappelle que le nombre de moles, les moles, ce n'est rien d'autre qu'un paquet de molécules. Et un paquet de combien? Un paquet de 6,02 10 puissance 23 molécules. Donc grâce à cette donnée, on connaît le nombre de molécules qui sont nécessaires, enfin qui sont fabriquées grâce à 15 000 insectes. Donc il nous faut, c'est pour ça qu'on cherche à savoir le nombre de molécules qu'il y a dans un paquet de bonbons, parce qu'on demande, la question je vous rappelle, c'est déterminer le nombre d'insectes nécessaires à la coloration des bonbons d'un paquet complet. On a surligné qu'un paquet fait 30 bonbons. On vient de calculer que dans un bonbon, on a 1,9 10 puissance 18 molécules. Donc dans un paquet, combien on en a? Donc le nombre dans un paquet, le nombre dans un paquet de bonbons est égal à 30 multiplié par 1,9 fois 10 puissance 18 molécules. Ce qui nous donne 5,8 fois 10 puissance 19 molécules. Voilà. Donc dans un paquet, on a 5,8 10 puissance 19 molécules. Maintenant qu'on a cette donnée, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On sait combien on a de molécules dans un paquet, et on sait combien, on a la donnée qui nous indique combien d'insectes sont nécessaires combien de moles de produits vont fabriquer 15 000 insectes. Et on nous demande combien d'insectes sont nécessaires. Donc là, il faut qu'on convertisse maintenant les 0,30 moles également en molécules. Donc on va garder, voilà, on va garder le résultat qu'on a calculé juste en dessous. On a 0,030 moles. Alors que nous dit la formule? La formule nous dit que la quantité de matière, N, si je ne prends pas mon crayon, ça ne va pas aller. Donc la quantité de matière N, elle est égale à quoi? Elle est égale à la quantité de molécules divisée par le nombre d'Avogadro. Ce qui nous donne en application numérique, donc on va pas faire l'application numérique tout de suite, je dis des bêtises, il faut d'abord manipuler notre formule pour qu'elle corresponde à ce dont on a besoin. Donc on a besoin de quoi? Ici, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est combien de molécules il y a dans les 0,30 mol de colorant. Donc on va faire de ce fait-là, on la remanipule, la formule, et on obtient grand N, qui est égal à petit n multiplié par le nombre d'Avogadro. On fait l'application numérique. Donc on remplace le nombre de molécules qui sera présent dans 0,030 mol, donc qui seront faits par 15 000 insectes, est égal à
la quantité en mol 0,030 mol, multiplié par le nombre d'Avogadro, donc 6,02 10 puissance 23. Encore une fois, je mets des parenthèses. Là, ici, en l'occurrence, ça ne sert pas à grand chose, mais prendre le réflexe tout de suite vous évitera de faire des erreurs le jour où les calculs incluront des divisions ou des choses un petit peu plus compliquées. Quand on fait ce calcul-là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne donc une quantité de molécules qui est égale à 0,030 fois 6,02 10 23, donc je vais faire le calcul avec vous. 0,030 multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23, ce qui nous donne 1, on laisse deux chiffres significatifs, attention, les zéros devant ne comptent pas, donc deux chiffres significatifs, ce qui nous donne 1,8 multiplié par 10 puissance 22 molécules au total. Donc on sait que 15 000 insectes fabriquent 1,8 fois 10 puissance 22 molécules, molécules du colorant. Maintenant qu'on a ça, et on sait que dans le paquet, il nous faut 5,8 fois 10 puissance 19 molécules. Donc combien d'insectes il va nous falloir? Il suffit de faire une simple règle de 3. Si, en gros, on se dit que si 15 000 insectes fabriquent 1,8 10 puissance 22 molécules, combien il va nous falloir d'insectes pour 5,8 fois 10 puissance 19 molécules? Hop, règle de 3, produit en croix. Ça nous fait 15 000 multiplié par 5,8, donc là par exemple c'est le bon moment pour bien mettre ces parenthèses, 5,8 fois 10 puissance 19 divisé par 1,8 multiplié par 10 puissance 22. Ce qui nous donne un total de 48 insectes. Voilà. « 48 insectes. Et donc on a répondu au problème de l'exercice qui nous demandait combien d'insectes sont nécessaires à la coloration des bonbons d'un paquet. Voilà, donc vous voyez, finalement, c'est pour des petites bestioles, parce que là c'est quand même une plante, hein, donc c'est un animal, un insecte qui est très petit, ça produit quand même énormément de colorants. Il suffit de 48 insectes pour colorer un paquet complet de bonbons. Alors rassurez-vous, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, on n'utilise plus vraiment l'insecte en lui-même, on a trouvé un moyen maintenant de synthétiser artificiellement le colorant en laboratoire, parce que c'était quand même extrêmement fastidieux, car pour pouvoir récupérer le colorant de ces insectes-là, il fallait déjà les cultiver, donc il y avait un élevage, il fallait faire un élevage d'insectes, il fallait les récupérer, les collecter, et il fallait forcément malheureusement les tuer, les broyer pour récupérer le colorant qui était à l'intérieur. Faire la filtration, etc. Enfin, voilà, c'était très long et très fastidieux à faire. Donc voilà, 48 insectes. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser quand on se verra. Alors, maintenant on va passer à l'exercice suivant. Donc là, on va supprimer ce calque qui n'est plus nécessaire et on va effacer les données. Voilà. Donc l'exercice suivant, c'était cet exercice-là. Je vous affiche l'exercice. Voilà. Donc c'était l'exercice de la page suivante, l'exercice 14. Donc la pollution au dioxyde d'azote. Donc on va prendre l'énoncé comme tout à l'heure. Voilà, et on va venir le mettre sur le logiciel. On va agrandir un peu. Voilà. Alors, que nous dit cet exercice? Donc cet exercice nous dit que nous parle de la pollution au dioxyde d'azote et nous demande d'effectuer des calculs, de faire preuve d'esprit critique et de comparer à une valeur de référence. Alors, voyons voir les documents qu'on nous donne. On nous dit que le dioxyde d'azote est un gaz contrôlé, c'est le document A. La concentration de dioxyde d'azote dans l'air est contrôlée car ce gaz a des effets néfastes sur la santé. Donc, ça c'est le modèle moléculaire du dioxyde d'azote. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu en cours, le dioxyde d'azote c'est CO2. Donc on peut identifier qu'ici ce sont les atomes d'oxygène et ici au milieu c'est l'atome de carbone.
Souvent on décide les atomes plus petits avec les liaisons plus grandes entre les deux, mais en réalité ça ressemble plus à ça. Mais là forcément c'est moins clair, on voit moins bien les liaisons, c'est pour ça qu'en général on vous le représente en vue éclatée. On va vous faire une molécule de CO2 en faisant quelque chose plus de ce style là. Hop, on va faire CO2 comme ça, voilà. En écriture de Lewis ça va donner ça. D'accord, là on détaille bien pour faire les liaisons, etc. pour qu'on voit ce qui se passe. En réalité, ces doubles liaisons sont là à l'intérieur. Les atomes sont bien empaqués les uns sur les autres, donc ça se voit pas forcément. Bref, hop, j'efface ça. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, on nous dit que les valeurs limites de dioxyde de carbone, parce qu'ils sont néfastes sur la santé, donc il faut contrôler les valeurs, sont de 200 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire, donc à ne pas dépasser plus de 18 heures par an, et de 40 mg par mètre cube en moyenne annuelle. Le seuil d'alerte est de 400 microgrammes par mètre cube dépassé sur 3 heures. On nous parle aussi de Toulouse, on nous parle de la pollution dans la ville rose. Air Atmo Occitanie a présenté le 29 juin 2018 son bilan 2017 de l'air en Occitanie. La concentration moyenne en dioxyde d'azote est de 4,13 10 puissance moins 7 mol par mètre cube en fond urbain et de 1,24 10-6 mol par mètre cube à proximité des axes routiers. Alors, quelle est la première question qu'on nous pose? On nous demande de calculer la masse d'une molécule de dioxyde d'azote. Donc en données, on nous donne la constante d'Avogadro, on nous donne la couleur des modèles, donc pour nous permettre d'identifier correctement les molécules, parce que là cette fois-ci on ne vous a pas donné la formule brute, on vous a donné le modèle moléculaire. Et enfin, on vous a donné la masse d'un atome d'azote et la masse d'un atome d'oxygène. Bon, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? Il va falloir commencer par déterminer de ce fait-là la masse d'une molécule de dioxyde d'azote. Qu'est-ce qu'il nous faut pour calculer la masse? En cours, on a vu que la masse d'une molécule est la somme des masses des atomes qui la constituent. Ici, il nous faut récupérer la formule brute. Donc grâce au modèle moléculaire et au code qu'on nous donne en bas, on voit que cette molécule de dioxyde d'azote, c'est vrai que je vous ai parlé de dioxyde de carbone juste avant, mais c'est une molécule de dioxyde d'azote. C'est pas la même chose encore. Là, c'est pas un carbone, c'est un azote. Donc on sait qu'on a un azote ici et 2 oxygènes autour. Donc la formule brute va être NO2. Ça, c'est la formule du dioxyde d'azote. On la trouve grâce au modèle moléculaire. On voit que bleu c'est N, O c'est rouge, et de cette là on en déduit qu'on a NO2. Donc ça y est, on a trouvé notre formule brute. Maintenant qu'on a la formule brute, pour calculer la masse d'une molécule de NO2, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien il faut faire la masse d'une molécule d'azote, d'un atome d'azote plutôt, plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène. Encore une fois, j'écris ma formule littérale, maintenant je fais l'application numérique. La masse de NO2 va être égale à la masse de l'azote qui est de 2,34 10-26, 2,34 fois 10-26, plus 2 fois la masse de l'oxygène qui est de 2,67 10-26. 2,67 10-26. Quand on fait ce calcul, on obtient le résultat suivant. On obtient 7,68 multiplié par 10 puissance moins 26 kg. Donc voilà la masse d'une molécule de dioxyde d'azote. Maintenant, question 2. On nous demande de calculer le nombre de molécules de dioxyde d'azote par mètre cube d'air à partir duquel le seuil d'alerte doit être déclenché. Alors, le seuil d'alerte, on en a entendu parler dans le document B. Dans le document A, pardon. On nous met ici le seuil d'alerte. Donc seuil d'alerte, 400 microgrammes par mètre cube, dépassé sur 3 heures. Donc ça c'est le seuil d'alerte et on nous demande le nombre de molécules de dioxyde d'azote par mètre cube d'air à partir duquel le seuil d'alerte doit être déclenché. Donc on sait que c'est 400 microgrammes par mètre cube, ça c'est la masse totale. On connaît la masse d'une molécule, donc on peut encore une fois se servir de notre formule. Nombre de molécules, vu qu'on nous demande de calculer le nombre de molécules, est égal à la masse totale divisé par la masse d'une entité chimique, ici la masse du NO2. Application numérique, ça va nous donner la masse totale 400 microgrammes. Attention, il faut utiliser encore une fois la même unité. C'est le piège à chaque fois. Ici on a des kilogrammes, ici on a des microgrammes. Donc il faut en convertir l'un ou l'autre de votre choix. Donc les microgrammes, un microgramme c'est 10 puissance moins 6 grammes. Ça veut dire que c'est 10 puissance moins 9 kilogrammes. D'accord? Donc la masse totale ça va être 400 fois 10 puissance moins 9 kg divisé par 7,68
10-26. Autre solution, on peut mettre également ici le laisser en microgrammes et convertir ça, les kilogrammes, en microgrammes. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un microgramme, c'est 10 puissance moins 9 kilogrammes. Donc en gros, ça donnerait 400 divisé par 7,68 10 puissance moins 17. Voilà. Parce que 9 et 7, ça fait 16. Donc 17 plus 9, ça fait bien 26. Donc en appliquant moins 9, appliquant 10 puissance 9 pardon, à 10 puissance moins 26, on obtient 10 puissance moins 17. Encore une fois, c'est toute une histoire de tableau de conversion. Si vous avez du mal avec ce genre de choses, rappelez-vous que vous avez les grammes, d'accord? Vous faites le tableau de conversion, vous avez les grammes. 3 cases plus loin, vous avez les milligrammes. 3 cases plus loin encore, vous avez les microgrammes. Et 3 cases avant les grammes, on a les kilogrammes. Donc si on regarde, ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases. C'est-à-dire que les kilogrammes sont bien, il y a 10 puissance, en fait c'est x 10 à chaque fois, hein. Donc x 10, x 10, x 10, ça fait bien x 10 puissance 9 microgrammes. Et inversement, 1 microgramme c'est 10 moins 9 kilogrammes. Voilà. Utilisez les tableaux de conversion quand vous avez du mal avec ce genre de choses. Donc, hop, une fois ça fait, ça nous donne le résultat suivant. Ça nous donne n, qu'on fasse le calcul là ou ce calcul là, normalement ça donne le même résultat. Donc ça nous donne n est égal, alors, excusez-moi 2 secondes que je cherche mon résultat. Donc 5,21 fois 10 puissance 18 molécules par mètre cube. Alors, répondons maintenant à la question 3. Donc dans la question 3, on nous demande de déterminer si la valeur limite en moyenne annuelle a été dépassée à Toulouse en 2017. On a ici dans les données de l'exercice la valeur en moyenne annuelle qui est ici, dans le document A, 40 microgrammes par mètre cube. Et on voit dans le document B les deux valeurs qui ont été atteintes à Toulouse en 2017, qui sont 4,13 10-7 mol par mètre cube et 1,24 10-6 mol par mètre cube. Donc à nous de déterminer maintenant si ça va dépasser le seuil ou pas. Le problème c'est qu'ils ne sont pas dans la même unité. Ici on a des mols par mètre cube. Donc qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on convertisse en fait ces 40 microgrammes par mètre cube, cette moyenne annuelle, en nombre de mols par mètre cube. Donc on va se servir de nos formules. Alors encore une fois, vous inquiétez pas du fait qu'il y ait des mètres cubes ici. C'est pas grave. Utilisez les formules habituelles. La formule que vous connaissez déjà pour passer du nombre de molécules au nombre de molécules à partir de la masse, c'est la masse totale sur la masse d'une entité. Donc ici la masse d'une entité NO2. Ça nous donne en application numérique 40 microgrammes. Ici c'est en microgrammes, et tout à l'heure on avait trouvé que la masse du NO2 en microgrammes c'était 7,68 multiplié par 10 moins 17 microgrammes, ce qui nous donne en résultat un nombre de molécules qui est égal à 5,21 fois 10 puissance 17 molécules par mètre cube. Ensuite, une fois qu'on a le nombre de molécules, on se sert de notre formule petit n est égal à grand N sur le nombre d'Avogadro. Et là, on va pouvoir calculer de ce fait-là 5,21 10 puissance 17. On n'oublie pas les parenthèses. Là, en particulier, c'est une division, sinon vous allez avoir des erreurs. 6,02 10 puissance 23, la constante d'Avogadro. Ça nous donne en résultat une quantité de mol est égale à 8,65 multiplié par 10 puissance moins 7, pardon, pas moins 3, moins 7 mol par mètre cube. C'est juste parce qu'on parle pour 1 mètre cube. C'est la même formule que d'habitude, on peut oublier ça. Encore une fois, si je fais l'analyse dimensionnelle d'ici, ici, étant donné que le nombre qu'on avait trouvé c'était des molécules par mètre cube, molécule, il n'y a pas d'unité, et divisé par mètre cube, ça nous donne sur mètre cube. Et ici c'est des mol moins 1, donc ça fait mol, on a bien mol par mètre cube. Mol moins 1, je le passe au numérateur. Okay, là c'est mol moins 1, forcément divisé par mol moins 1, j'ai dit que le moins ça voulait dire le passer de l'autre côté de la fraction, donc ça revient à mol. Mol puissance 1, mais c'est mol. Donc mol par mètre cube. Voilà, pour les unités, au cas où, encore une fois je vous remets une petite explication, au cas où vous avez des soucis avec ça. Mais bref, vous inquiétez pas de ça. Faites vos formules comme d'habitude. On a donc 8,65 10-7 mol par mètre cube. Voilà le seuil de moyenne annuelle.
ça, moyenne annuelle. Maintenant, on n'a plus qu'à regarder. On avait 4,13 10-7 mol par mètre cube ici en fond urbain. Est-ce qu'on dépasse le seuil? Non, parce que c'est 8,65 10-7. Par contre, à proximité des axes routiers, on a 1,24 10-6 mol par mètre cube. Et 10-6, c'est plus grand que 10-7. Donc là, en 2017, à Toulouse, on peut répondre à la question en disant que oui, la valeur limite en moyenne annuelle a été dépassée à proximité des axes routiers. Et voilà pour cet exercice. Alors, on va profiter d'être ensemble pour faire un autre exercice. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exercice? On peut faire celui-là. Donc voici l'exercice 8, c'est l'exercice 8, page 92. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à regarder l'exercice vous-même. Donc là, vous allez mettre la vidéo sur pause, essayez de faire l'exercice par vous-même, et ensuite vous redémarrez la vidéo quand vous voulez avoir la correction. Ok? Donc allez, c'est le moment, vous faites pause. Voilà. Et maintenant, normalement, vous avez eu le temps de regarder l'exercice, et on va faire la correction ensemble. Alors, voyons voir. Je vais prendre l'image comme tout à l'heure de l'exercice pour qu'on puisse l'avoir à disposition en corrigeant. Alors tout ça, on va le supprimer. Et ça, on va le supprimer également. Et on va coller notre exercice. Au cas où vous posez la question, j'utilise le logiciel GIMP, qui est un logiciel de traitement d'images. C'est le logiciel que j'ai utilisé pour traiter toutes les images du jeu à la poursuite du professeur Chaos, donc forcément maintenant je sais bien l'utiliser. Et comme vous voyez, c'est très pratique, ça nous permet de faire plein de choses, et ça nous permet de corriger les exercices. Donc, alors, à chacun son rythme. Ces exercices, c'est en général ce qu'on appelle des exercices différenciés, c'est-à-dire que vous avez deux types d'énoncés. Donc là, comme vous avez pu le voir en essayant de le faire, vous avez l'énoncé compact et l'énoncé détaillé. Le but du jeu, c'est toujours d'essayer de faire l'énoncé compact d'abord. Et au cas où vous n'arrivez pas à faire l'énoncé compact, il faut passer à l'énoncé détaillé. L'énoncé détaillé vous amène à la même chose, sauf qu'il détaille, comme son nom l'indique, en vous posant différentes questions. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a... alors je crois que depuis tout à l'heure, je vous ai pas remis le GIMP. Hop, je remets en route. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'un chewing-gum à la nicotine. Donc c'est les chewing-gums qui sont utilisés par les gens qui veulent arrêter de fumer. Donc on nous dit qu'un médecin conseille à un patient de mâcher des chewing-gums à la nicotine pendant quelques temps pour l'aider à arrêter de fumer. Et la question qu'on nous pose, c'est calculer la quantité de matière de nicotine qui est contenue dans le chewing-gum dont la boîte est photographiée ci-dessus. Donc en données, on a la constante d'Avogadro, on a la formule brute de la nicotine, et les masses des atomes d'hydrogène, de carbone et d'azote. En kilogrammes, les unités sont là. Et on nous dit que un chewing-gum contient 2 mg de nicotine. Donc qu'est-ce qu'il nous faut commencer par faire? Encore une fois, comme tout à l'heure, là, si je fais la version compacte, on va essayer de faire la version compacte, il nous faut d'abord connaître la masse d'une molécule de nicotine. Impossible de connaître le nombre de moles, étant donné que notre formule pour calculer le nombre de moles est la suivante, c'est petit n est égal au nombre de molécules divisé par le nombre d'Avogadro, et le nombre de molécules est égal à la masse totale divisé par la masse d'une entité. La masse d'une entité de nicotine. Hop, nicotine. Donc forcément, pour pouvoir calculer le nombre de moles, il nous faut le nombre de molécules, et pour le nombre de molécules, il nous faut la masse d'une molécule de nicotine. La masse totale, on l'a, elle est ici, c'est 2 mg de nicotine. Donc on va commencer par calculer la masse d'une molécule de nicotine. Pour ce faire, on va prendre sa formule brute, C10H14N2, voilà, et on va calculer sa masse. On a dit que la masse d'une molécule était la somme des masses de tous ces atomes, ce qui nous fait 10 fois la masse d'un carbone, plus 14 fois la masse d'un hydrogène, plus 2 fois la masse d'un azote. On fait l'application numérique, ça nous donne 10 fois, on a les masses qui sont là-bas en bas, 10 fois 20,0 fois 10-27, attention de bien mettre le virgule 0, si nous le mettons c'est important, c'est pour les chiffres significatifs, plus 14 multiplié, je vais passer à la ligne parce que j'ai plus de place, multiplié par 23,4 fois 10 puissance moins 27, plus 2 fois, je me suis trompé, là c'était pas ça, c'était la masse de l'hydrogène, et la masse de l'hydrogène c'est
1,67 fois 10 moins 27, plus 2 fois cette fois-ci la masse de l'azote qui est de 23,4 fois 10 moins 27. Voilà. Ça nous donne la masse d'une molécule de nicotine qui est égale à, donc si on fait le calcul, ça nous donne 2,70 fois 10 puissance moins 15 mg. Donc encore une fois, là on a converti directement en milligrammes parce que ça nous est donné en milligrammes la nicotine. On sait qu'il y a 2 mg de nicotine. Bien sûr, quand vous allez faire le calcul, comme là vous avez utilisé des kilogrammes, vous allez avoir un résultat en kilogrammes. Donc ça va vous donner en fait 200 exactement, ça va vous mettre 2,70 fois 10 puissance moins 21 kg. Donc encore une fois, tout à l'heure le tableau de conversion. Pour aller de kg à gramme, il faut 10 puissance 3. Pour aller de kg de gramme à milligramme, il nous faut encore 10 puissance 3, ce qui nous fait en tout 10 puissance 6. C'est donc normal de passer de 10 moins 21 à 10 moins 15. Moins 21 plus 6, ça nous donne bien moins 15. Vous voyez, encore une fois, entraînez-vous aux conversions. Si vous avez du mal avec les conversions d'unités, c'est indispensable. Vous allez être embêté avec ça tout le temps sinon. Il faut vous entraîner aux conversions d'unités. Donc ça nous donne la masse de nicotine qui est égale à 2,70 fois 10 puissance moins 21 kg. Donc ça y est, on a notre masse de molécules de nicotine. On va la mettre ici dans un coin, en petit, 270 10 moins 21, on va le mettre en grammes, 270 10 moins 15 milligrammes, donc 2, faut que je mette le bon pour écrire dessus, 2,70 fois 10 moins 15 milligrammes. Donc ça c'est la masse d'une molécule de nicotine. D'ailleurs, est-ce qu'on a fait bien attention aux chiffres significatifs? Oui, il y en avait bien 3 ici, il y en avait bien 3 ici également, et 3 ici également. Encore une fois, ces chiffres-là n'entrent pas en compte dans le calcul des chiffres significatifs, ce sont juste des multiplicateurs, c'est un nombre exact. Il y a 10 atomes de carbone, on le sait, il y a 10 atomes, c'est pas 10,0 quelque chose, il y en a 10. C'est pas une valeur approximative, c'est une valeur exacte, donc elle compte pas dans les chiffres significatifs. Il n'y a que les valeurs approximatives, les valeurs expérimentales qui comptent. Donc 3, 3 et 3, on laisse bien 3 chiffres significatifs. Donc ça, on va effacer. Alors, maintenant qu'on a la masse d'une molécule de nicotine, il nous faut savoir le nombre de molécules de nicotine qui sont contenues à l'intérieur de la boîte. Donc vous voyez, dans les questions détaillées, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Là, je le fais en compact, mais quand vous regardez l'énoncé détaillé, on voit bien qu'il nous demande de calculer la masse d'une molécule, calculer ensuite le nombre de molécules et en déduire la quantité de matière. Mais ça, techniquement, c'est un raisonnement que vous devez savoir faire, même si vous avez l'énoncé compact. C'est de la logique, il faut commencer par... on fait toujours la même chose, on commence par calculer la masse d'une molécule, ensuite on calcule le nombre d'atomes, le nombre de molécules, pardon, de nicotine qui sont présents dans l'échantillon. L'échantillon ici fait 2 mg. Alors je ne vais pas faire ça directement, je vais faire comme d'habitude, la masse totale, je vais mettre la formule littérale divisée par la masse de nicotine. On fait l'application numérique, ça nous donne 2 mg, parce que là on a choisi de mettre ça directement en milligrammes, c'est plus simple, divisé par 2,70, 10 moins 15 mg. Ce qui nous donne un nombre total de molécules qui est égal à 7, rien du tout, parce qu'on n'a qu'un chiffre significatif, multiplié par 10 puissance 14 molécules. Voilà. Donc là je marque molécule, mais c'est pas vraiment une unité, hein. Il n'y a pas d'unité. D'accord? On sait que ça c'est un nombre de molécules, mais c'est pas une unité molécule. Donc là encore une fois, je vous l'ai dit, deux chiffres significatifs ici, un chiffre significatif pardon ici, 3 ici. Donc le plus petit, on garde toujours le nombre le plus petit de chiffres pour le chiffre significatif, c'est 1. Donc on est obligé de mettre 7. On ne peut pas mettre plus de chiffres significatifs que ça, on n'a pas le droit. Et maintenant qu'on a notre nombre de molécules, on n'a plus qu'à calculer la quantité de matière. Puis c'était ça la question de départ, la quantité de matière contenue dans un chewing-gum. La quantité de matière, on sait que c'est égal au nombre de molécules divisé par le nombre d'Avogadro, ce qui nous donne 7 fois 10 puissance 14 molécules divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Le nombre d'Avogadro, la constante d'Avogadro. Ça nous donne une quantité de matière qui est égale à 1,2 fois 10 puissance moins 9 mol. Je vous rappelle, quand on parle de quantité de matière, l'unité est la mol. Voilà, on a résolu l'exercice. Alors pour un peu plus de clarté, il faut préciser ce que c'est comme quantité de matière. Là on a mis seulement petit n, l'idéal ça serait d'écrire petit n
Alors excusez-moi, hop, petit n de C10 H14 N2. Voilà la formule brute de la molécule de nicotine. L'idéal c'est de l'écrire comme ça. Pourquoi? Parce que imaginez qu'on calcule différentes quantités de matière dans un exercice, c'est pour éviter de les confondre. Si on appelle tout N, on va galérer, on va plus savoir de quoi on parle. Sûr, on aurait pu appeler aussi ça N entre parenthèses nicotine, ou voilà. Peu importe, l'intérêt c'est vraiment de se repérer au niveau des noms. Donc voilà pour cet exercice 8. Est-ce qu'il y en a un autre de sympa qu'on pourrait faire? Bon, pour l'instant ça suffira. Si jamais je vois qu'il y en a un autre que j'aimerais vous faire en correction, je vous referai une petite vidéo spécialement pour celui-là. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter quelque part. N'hésitez pas à les noter dans un coin, et dès qu'on se verra en conférence Zoom, tous ensemble, vous me les poserez, que ce soit sur les exercices, sur la leçon ou sur quoi que ce soit d'autre. Voilà, j'espère que ça a été pour vous les explications, et il y a aussi les mails si jamais vous avez vraiment une question urgente ou spécifique, n'hésitez pas à vous en servir non plus. Bonne journée à tous et bon courage, à bientôt.